Mon nom est Claire Whittaker. J'ai 32 ans. Et la première personne qui m'a menti le jour de mon mariage fut ma mère. Elle m'a envoyé un message à 15h11, 14 minutes avant que je ne doive remonter l'allée, et a écrit « La circulation est ridicule, ma chérie, mais nous sommes presque arrivés. » Le message aurait semblé affectueux à n'importe qui d'autre. Pour moi, il sonnait répété. J'étais debout dans la suite nuptiale d'une serre restaurée à Asheville, en Caroline du Nord, regardant mon reflet dans une robe que j'avais payée moi-même, dans une pièce remplie de femmes qui m'aimaient suffisamment pour arriver tôt, repasser les voiles à la vapeur, fixer les épingles à cheveux et continuer à sourire chaque fois qu'elles me surprenaient à vérifier la porte. J'avais passé 18 mois à concevoir des expositions de musées pour les souvenirs des autres, et d'une manière ou d'une autre, je croyais encore que mes propres parents pourraient enfin m'aider à en créer un digne d'être gardé. J'aurais dû savoir. Mon bouquet était déjà dans mes mains. L'entrée musicale avait déjà été retardée une fois. Mon fiancé attendait sous un plafond de lumière suspendue et de jasmin grimpant. Et je n'arrêtais pas d'entendre ce stupide message dans ma tête, presque arrivé. Cette phrase m'avait suivi toute ma vie. Presque fier de toi. Presque assez. Presque choisi. Ma gorge s'est serrée lorsque la coordinatrice du lieu a frappé doucement et a demandé si nous devions retenir la cérémonie encore 5 minutes. J'ai souri comme le font les filles quand elles essaient de ne pas s'embarrasser en public et j'ai dit oui. Bien sûr, attendons. Ce fut le moment où j'ai réalisé quelque chose que j'aurais dû accepter des années plus tôt. Si le jour le plus heureux de ma vie dépendait encore de l'arrivée de mes parents, alors peut-être n'avais-je jamais vraiment été libre d'eux du tout. Avant de vous dire ce que j'ai découvert ensuite et ce que j'ai fait après avoir cessé d'attendre, dites-moi quelle heure il est pour vous en ce moment et d'où regardez-vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Je n'étais pas nerveuse à l'idée d'épouser Owen. J'étais nerveuse à l'idée de reprendre le même vieux scénario familial dans une plus jolie robe. Vous savez le genre de scénario que je veux dire, celui où personne ne dit à voix haute qui compte le plus parce qu'ils vous l'ont montré pendant tant d'années qu'ils n'ont plus besoin de mots dans ma famille. Ma sœur Lorraine avait toujours été l'événement, et j'avais toujours été le personnel de soutien, me tenant juste en dehors du cadre. 2 ans plus tôt, mes parents lui avaient organisé un mariage près de Charleston qui ressemblait à quelque chose tiré d'un magazine de luxe. Des pivoines blanches partout. Du linge importé. Un quatuor à cordes au coucher du soleil. Un monogramme personnalisé sur la piste de danse. Je sais exactement combien ils ont dépensé parce que j'ai déjà vu la ventilation sur le bureau de mon père en l'aidant à trier des reçus après son opération, 160 000 $, sans compter le dîner de répétition. Ma mère a porté un toast de 20 minutes à Lorraine ce soir-là. 20 minutes complètes. Elle a pleuré, ri, raconté des histoires de l'enfance de Lorraine, l'a décrite comme radieuse, élégante, douée, impossible à ne pas aimer. Mon père se tenait avec une coupe de champagne à la main, souriant à la foule comme s'il avait personnellement lancé une dynastie. À un moment donné, il a même dit « Certaines filles savent juste comment rendre une famille fière ». La pièce a ri doucement, chaleureusement, avec approbation. Je me souviens être resté près du poste de traiteur avec un sourire poli figé sur mon visage pendant qu'un serveur me demandait si je faisais partie de l'équipe de planification. C'était presque drôle. Presque. Parce qu'en un sens, je l'avais toujours été. J'étais celle qui ramassait les faveurs oubliées, retournait chercher les housses supplémentaires, empêchait notre tante de se plaindre de sa table et restait tard pour aider à charger les cadeaux dans les voitures. C'était la forme de mon rôle, utile, fiable, facile à négliger. Alors, quand Owen et moi nous sommes fiancés, je me suis fait une promesse. Je ne supplierai pas pour de l'enthousiasme. Je ne construirai pas mon mariage autour du fantasme que mes parents pourraient soudainement devenir des personnes différentes sous un éclairage flatteur. Nous avons choisi une serre restaurée à Asheville parce qu'elle se sentait vivante, chaleureuse et intime. Nous avons gardé la liste des invités suffisamment petite pour que chaque personne présente compte réellement. J'ai payé ma propre robe. Owen et moi avons partagé les frais du lieu, du traiteur et des fleurs. J'ai choisi chaque détail à la main, jusqu'au ruban de soie crème enroulé autour de mon bouquet et les menus botaniques pressés à chaque assiette. La seule contribution concrète de mes parents était une phrase vague que ma mère répétait chaque fois que quelqu'un lui demandait si elle aidait. « Oh, nous laissons juste Claire faire son petit style. » Son petit style. C'est ainsi qu'elle a désigné le jour le plus important de ma vie. Pendant ce temps,
elle republiait toujours d'anciens extraits du mariage de Lorraine chaque anniversaire avec des légendes comme « Toujours la référence absolue et certains jours ne peuvent jamais être surpassés ». Elle m'envoyait des messages qui semblaient utiles si l'on ne connaissait pas son ton. Es-tu sûr qu'une serre ne sera pas trop décontractée? Es-tu sûr que les gens font encore des dîners assis pour les mariages plus petits? Es-tu sûr que ta robe se photographie bien sans éclairage de cathédrale? Chaque question portait le même couteau silencieux, Lorraine a fait mieux. Et le pire, c'est que je m'étais entraîné à absorber ces coups comme le temps. Souris. Rediriger. Passe à autre chose. Sois la facile. Sois la raisonnable. Sois la fille qui n'a jamais besoin de trop. Mais on ne peut survivre si longtemps avec des miettes émotionnelles avant de commencer à remarquer le schéma pour ce qu'il est. Avez-vous déjà regardé en arrière sur votre histoire familiale et réalisé que vous n'imaginiez pas du tout le déséquilibre? Que vous n'étiez pas trop sensible, trop dramatique, trop exigeante? Vous étiez juste la seule à qui l'on s'attendait à vivre avec moi? La première confirmation est venue du voiturier, mais la vérité avait déjà commencé à se former dans mon corps avant qu'il ne dise un mot. La coordinatrice est revenue à la suite nuptiale avec une expression prudente, le genre que les gens portent lorsqu'ils essaient de déterminer si une mauvaise nouvelle doit être chuchotée ou annoncée d'un seul coup. Derrière elle se tenait un jeune homme du service de voiturier, peut-être 19 ans, les épaules raides, des porte-clés enroulés autour de 2 doigts. Il avait l'air de souhaiter être n'importe où ailleurs. Je me suis avancé avant que quiconque ne puisse me protéger de ce qu'il était sur le point de dire. Je lui ai demandé directement, « Avez-vous vu mes parents arriver ?» Il a hoché la tête une fois, rapidement, puis a jeté un coup d'œil à la coordinatrice comme pour demander la permission de continuer. Je lui ai dit que c'était bon. Il a dégluti et a dit oui. Ils étaient arrivés 40 minutes plus tôt. Le soulagement m'a frappé pendant une demi-seconde, mince, stupide et automatique. Puis il a continué à parler. Il a dit qu'ils étaient restés dans la voiture quelques minutes, on demandait si c'était la seule entrée, puis on demandait des indications pour le lac Julian parce qu'ils étaient en retard pour un barbecue. J'ai sincèrement cru l'avoir mal entendu, non pas parce que la phrase était floue, mais parce que mon cerveau refusait de faire entrer ces mots dans la forme de mon jour de mariage. Je lui ai répété la phrase. En retard pour un barbecue? Il a hoché la tête à nouveau, plus à contre-cœur cette fois, et a ajouté que la femme sur le siège passager avait ri et dit, Claire fera toujours des photos. Nous pourrons passer après. Il y a des moments dans la vie où la douleur n'arrive pas comme une vague. Elle arrive avec précision. Chaque doute flou se met soudainement au point. C'est ce qui m'est arrivé. Il ne s'était pas perdu. Il n'avait pas été retardé par un accident. Il n'avait pas été bloqué dans les embouteillages sans moyen de me joindre. Ils avaient conduit jusqu'à mon lieu de mariage, se sont assis dehors pendant que j'attendais dans une robe blanche, ont regardé l'entrée, et ont fait un choix. Puis ils sont partis pour un barbecue dans le jardin, apparemment chez ma cousine Tessa. Des chaises pliantes, des assiettes en carton, des glacières de soda, quelqu'un pour s'occuper du grill. Et ce qui le rendait si impardonnable n'était même pas qu'ils aient choisi un autre événement familial. C'était qu'ils aient choisi quelque chose de si décontracté, de si ordinaire, de si absurdement dispensable. S'ils étaient partis pour une urgence médicale, j'aurais paniqué. S'ils étaient partis parce que quelqu'un était blessé, j'aurais compris. Mais un barbecue? Il n'y a aucun moyen d'adoucir ce que cela signifie. Cela signifie que ma cérémonie était classée en dessous des accompagnements et des petites conversations. Cela signifie que la première heure de mon mariage était considérée comme négociable. Cela signifie qu'ils croyaient pouvoir passer plus tard et se considérer toujours comme des parents soutenants. La coordinatrice a doucement demandé si je voulais retarder à nouveau. J'entendais des mouvements à l'extérieur de la pièce, des invités qui se déplaçaient sur leur siège, des musiciens qui attendaient, ma vie qui essayait de continuer pendant que je me tenais là dans un silence si aigu qu'il semblait métallique. Puis mon téléphone a vibré. Un nouveau message de ma mère, la circulation est horrible. Ne fais pas toute une histoire si nous manquons le début, ma chérie. Nous passerons après, ma chérie. J'ai fixé le mot jusqu'à ce qu'il cesse de ressembler à de l'affection et commence à ressembler à une stratégie. Ne fais pas toute une histoire. C'était toujours l'ordre caché derrière chaque blessure qu'il me causait. Ne fais pas toute une histoire quand Lorraine obtient la plus grande chambre. Ne fais pas toute une histoire quand ton dîner d'anniversaire est reporté. Ne fais pas toute une histoire quand ta promotion est ignorée parce que le chien de Lorraine est malade.
Le voiturier se tenait toujours là, mortifié. Je l'ai remercié parce que rien de tout cela n'était de sa faute et je l'ai regardé partir comme s'il ne pouvait pas s'échapper assez vite. Puis j'ai regardé la porte fermée, le bouquet dans ma main, l'horloge au mur, et j'ai compris quelque chose que j'aurais dû accepter des années auparavant. Ce n'était pas une surprise. C'était une confirmation finale. Ils n'avaient pas encore ruiné mon mariage. Ils avaient exposé la valeur exacte qu'ils lui accordaient. Et une fois que quelque chose est exposé aussi clairement, on ne peut plus le qualifier de confusion. Je suis entré dans la pièce de préparation latérale et j'ai fermé la porte derrière moi avant que quiconque ne puisse dire quelque chose d'assez gentil pour me faire pleurer. Le silence y semblait étrange après le bourdonnement de la suite nuptiale, comme si l'air lui-même attendait de voir ce que j'allais faire. J'ai déposé mon bouquet sur une console et j'ai regardé à nouveau mon téléphone. Non pas parce que j'avais besoin de plus de preuves, mais parce que la trahison a une manière perverse de vous faire vérifier ce que vous savez déjà. J'ai ouvert Instagram d'abord, puis le groupe de discussion familiale que je gardais en mode silencieux pour ma propre santé mentale. Les voici, pas dans les embouteillages, pas en train de s'excuser, pas en train de se précipiter dans ma direction. Ma cousine Tessa avait déjà téléchargé un carrousel intitulé « Coup d'envoi familial au lac ». Sur la deuxième photo, mon père se tenait devant le grill dans le tablier beige que je lui avais acheté 3 Noëls auparavant, souriant comme s'il n'avait nulle part de plus important où être. Sur une autre, ma mère avait une main autour d'un gobelet en plastique et l'autre autour du bras de Lorraine. La légende disait, enfin, tout le monde est réuni. J'étais à 38 minutes de là dans une robe de mariée, et selon Internet, tout le monde était réuni, sauf moi. Ce détail m'a touché plus profondément que prévu parce que ce n'était pas seulement qu'ils étaient partis. C'était que, dans leur esprit, mon absence n'interrompait pas l'image de la famille. Je n'étais pas assez centrale pour être absente. Naomi m'a trouvé debout là avec mon téléphone dans une main et ma poitrine si serrée que je pensais pouvoir déchirer la fermeture éclair de ma robe en essayant de respirer. Elle a fermé la porte derrière elle et n'a pas perdu de temps avec les questions habituelles. Elle a regardé mon visage et a dit « Dis-moi ». Alors je l'ai fait, pas élégamment, pas dans un monologue cinématographique composé. Je le lui ai dit par fragments, parking, barbecue, nous pouvons passer après. Ne fais pas toute une histoire. Son expression a changé à chaque seconde, de l'inquiétude à l'incrédulité à quelque chose de bien plus utile que la pitié, la colère. Une colère pure, sans confusion, en ma faveur. Elle m'a pris le téléphone des mains, a regardé les photos et a dit, « Claire, s'ils entrent ici plus tard en s'attendant à des sièges et des sourires, je jure que je les ferai faire demi-tour si vite qu'ils penseront être de retour sur le parking. » J'aurais dû être horrifié. Au lieu de cela, j'ai ri une fois, durement, parce que son indignation a fait que quelque chose en moi s'est senti vu. C'est ce qui avait manqué pendant des années. Tout le monde dans ma famille s'était toujours empressé de m'expliquer mes parents. Ils veulent dire du bien. Ils sont démodés. Lorraine a juste besoin de plus de soutien. Tu sais comment ta mère est. Tu es la forte. Mais personne n'avait jamais regardé les faits et dit à voix haute l'évidence, c'est cruel. Debout dans cette pièce, j'ai commencé à me souvenir de tous les petits moments qui avaient construit celui-ci. La bourse universitaire que j'avais gagnée et qui m'avait valu des félicitations distraites parce que Lorraine traversait une rupture. Le dîner d'anniversaire que mes parents avaient reporté 2 fois, puis combiné avec un déjeuner de fête des pères pour gagner du temps. La promotion que j'avais obtenue au musée et que ma mère avait balayée en demandant si Owen était toujours sûr de vouloir une femme avec un travail aussi exigeant. Le matin de Noël où Lorraine avait eu un voyage surprise à Napa et où j'avais reçu un agenda en cuir parce que, comme mon père l'avait dit, tu as toujours été si pratique. Pratique, fiable, mature, facile. Ce n'étaient pas des compliments dans ma famille. C'étaient des mesures d'économie, des étiquettes qu'ils utilisaient chaque fois qu'ils voulaient que j'avale la déception sans les mettre mal à l'aise. Naomi s'est accroupie devant moi, une main agrippant le bord de ma chaise, et a dit quelque chose que je pense ne jamais oublier. Elle a dit, « Claire, ce n'est pas le jour où ils t'ont abandonné. Ils le font lentement depuis des années. C'est juste le premier jour où tu ne peux pas faire semblant du contraire parce que tu portes du blanc et que tout le monde peut voir les dégâts. » Cette phrase m'a frappé plus fort que les photos. Peut-être parce que c'était vrai. Peut-être parce qu'au fond, j'avais passé une si grande partie de ma vie à espérer que le contexte les rachèterait. Peut-être pensais-je que si j'accomplissais assez, aimais assez, réussissais assez, planifiais assez soigneusement, il finirait par être à la hauteur de l'occasion.
Mais certaines personnes ne se relèvent pas. Elles se révèlent simplement. Je suis resté assise un instant de plus, lissant le tissu sur mes genoux, fixant le léger chatoiement de la dentelle contre ma peau, et j'ai cessé de demander comment il pouvait faire cela. Cette question m'avait piégé pendant des années. Elle impliquait qu'il devait y avoir une réponse qui rendrait la blessure raisonnable. Il n'y en avait pas. La meilleure question était de savoir ce que j'allais faire de la vérité maintenant qu'elle avait enfin cessé de se cacher. Naomi a fouillé dans son sac à main, a sorti mon rouge à lèvres et me l'a tendu comme si elle me rendait mon propre nom. Alors, j'ai retouché ma bouche. J'ai pris mon bouquet. J'ai regardé dans le miroir et j'ai vu la même robe, le même visage, le même jour de mariage, mais pas la même femme qui était entrée dans cette pièce en espérant un miracle de dernière minute. J'ai envoyé un message à la coordinatrice, commencez à l'heure. Plus de retard. Puis j'ai envoyé un deuxième message, si Richard et Carol Whittaker arrivent, ne les amenez pas à la table familiale. Amenez-les moi d'abord. Discrètement. Ce fut le moment où le chagrin a cessé de conduire et où quelque chose de plus stable a pris le volant. Une fois que j'ai pris la décision, mon corps l'a suivi une seconde plus tard, comme si un fil invisible en moi avait enfin cessé d'étinceler et s'était mis en place. Le tremblement de mes mains s'est apaisé. Ma respiration a ralenti. Même le bruit à l'extérieur de la pièce de préparation, les chaises qui se déplaçaient, les chaussures qui traversaient le carrelage, les voix étouffées des invités qui prenaient place, a cessé de sonner comme une pression et a commencé à sonner comme la réalité qui m'attendait pour y entrer. La douleur était toujours là, bien sûr. Elle n'avait pas disparu, mais elle n'était plus aux commandes. C'était nouveau. J'ai repris mon bouquet, j'ai roulé mes épaules en arrière et je me suis regardé une dernière fois dans le miroir. Mon mascara était intact. Mon rouge à lèvres était stable. Mes yeux étaient différents. Pas plus doux, pas plus tristes. Plus clair. C'était le mot. Plus clair. Pendant la majeure partie de ma vie, j'avais confondu l'espoir avec la loyauté. J'avais cru que si je restais assez patiente, assez utile, assez compréhensive, mes parents finiraient par faire la moitié du chemin et agiraient comme si je comptais sans qu'on le leur rappelle. Mais debout là dans une robe de mariée avec la vérité exposée si clairement, je pouvais enfin voir à quel point cet espoir m'avait appris à me trahir moi-même. Naomi m'a ouvert la porte sans dire un mot, et ensemble, nous sommes retournés vers l'entrée de la cérémonie. Le quatuor avait repris. Les invités se levaient légèrement de leur siège, essayant de ne pas paraître trop curieux, essayant et échouant. Une cérémonie retardée crée toujours des chuchotements. Une mariée marchant sans ses parents crée le silence. Quand les portes se sont ouvertes et que je suis entré seul, toute la pièce a changé, non pas avec pitié, comme je l'avais craint, mais avec attention. Une attention réelle et entière. Elle a traversé l'espace comme un courant. Je pouvais la sentir dans l'immobilité, dans la façon dont les conversations s'éteignaient instantanément, dans la façon dont les gens se tournaient entièrement vers moi au lieu de jeter un coup d'œil poli puis de détourner le regard. Pendant une seconde suspendue, j'ai compris à quel point j'étais exposé. Et puis, de manière inattendue, cette exposition a cessé de ressembler à de l'humiliation et a commencé à ressembler à du pouvoir. J'étais toujours là. Il ne l'était pas. Que tout le monde le voie. Que tout le monde se demande. Que tout le monde se souvienne de qui s'est réellement présenté et de qui ne l'a pas fait. L'allée s'étendait devant moi sous des lumières chaudes suspendues et du jasmin grimpant, et je l'ai parcouru seul, le dos droit et la tête haute. À mi-chemin, j'ai vu Naomi au premier rang, déjà en larmes. J'ai vu la mère d'Owen, les deux mains pressées contre sa poitrine. J'ai vu l'un de mes collègues du musée me regarder avec le genre de fierté féroce habituellement réservé aux survivants et aux coureurs de marathon. Puis j'ai vu Owen. Son visage a changé dès qu'il a réalisé que je venais seul. D'abord de l'inquiétude, puis de la compréhension, puis quelque chose de plus stable et plus profond que l'un ou l'autre, le respect. Il n'avait pas l'air embarrassé pour moi. Il n'avait pas l'air paniqué. Il avait l'air de savoir que cette marche me coûtait quelque chose et m'admirait de l'avoir faite quand même. Au moment où je l'ai atteint, ma gorge brûlait. Il a pris mes deux mains et s'est penché juste assez pour murmurer, « Ils ne peuvent pas toucher à ce moment. M'entends-tu? Ils ne peuvent pas l'avoir. » Cela m'a presque anéanti plus que tout le reste de la journée. Parce que c'était ce que j'avais protégé sans même m'en rendre compte. Pas seulement la cérémonie, son sens,
le droit d'avoir une chose sacrée dans ma vie qui n'avait pas à se plier à l'égoïsme de ma famille. L'officiante a commencé, et je me suis concentré sur la cadence de sa voix, sur la chaleur des mains d'Owen autour des miennes, sur la lumière filtrant à travers le verre de la serre. Petit à petit, la pièce a cessé de ressembler à un lieu où j'avais été abandonné et a commencé à ressembler à un lieu où j'avais été témoigné. Cette différence comptait plus que je ne peux l'expliquer. Pendant les vœux, j'ai entendu ma propre voix sortir plus forte que prévu. Nous les avions écrits des semaines auparavant, simples et sincères. Mais quand ce fut mon tour, j'ai ajouté une ligne qui ne figurait pas dans la version originale. J'ai dit, j'ai promis de construire une maison où personne n'a à gagner la tendresse en étant pratique. Les mots sont restés suspendus là une seconde, et j'ai senti une ondulation traverser la pièce. Quelques personnes ont compris immédiatement. Je pouvais le dire. Peut-être que d'autres l'ont simplement entendu comme poétique. C'était bien. Owen a compris. Ses yeux se sont remplis avant qu'il ne prononce un seul mot de ses propres vœux. Quand il a promis que je n'aurais plus jamais à me tenir seul dans une pièce pleine de monde, j'ai senti quelque chose en moi se relâcher qui était tendu depuis des années. Ne pas guérir, pas complètement, mais se relâcher suffisamment pour respirer, suffisamment pour croire que mon avenir n'avait pas à ressembler à mon histoire. Quand nous nous sommes embrassés, les applaudissements qui ont suivi n'étaient pas le genre poli que les gens donnent lors d'événements formels parce que c'est attendu. Il y avait de la force derrière. De la joie, oui, mais aussi de la solidarité. Le genre d'applaudissement qui dit « Nous avons vu ce qui s'est passé et nous vous voyons quand même ». Nous avons redescendu l'allée ensemble en tant que mari et femme. Et à chaque pas, je me sentais m'éloigner davantage de la fille que mes parents m'avaient appris à être. L'heure du cocktail a commencé sous des guirlandes lumineuses et la faible lueur dorée de la fin de l'après-midi traversant les panneaux de la serre. Les invités se sont regroupés autour de tables drapées de lin, les serveurs passaient des plateaux de champagne et de beignets de crabe, et le groupe a entamé quelque chose de doux et de lumineux. Plus d'une personne m'a serré un peu plus fort que d'habitude. Personne n'a posé de questions indiscrètes. Personne ne m'a imposé de la sympathie. Cette retenue était une forme de gentillesse en soi. Ils m'ont laissé de la place pour rester digne, et je m'en souviendrai toujours. Puis, lorsque le photographe est venu me demander des portraits officiels, j'ai pris une décision qui semblait petite à ce moment-là et énorme dès que je l'ai prononcée à voix haute. Il a demandé si je voulais attendre un peu plus longtemps au cas où mes parents arriveraient avant les photos de famille. J'ai dit « non ». Puis j'ai précisé. J'ai dit « faisons le portrait de famille maintenant, juste pas par le sang ». Il a cligné des yeux une fois, puis a hoché la tête comme un professionnel qui avait vu suffisamment de mariages pour comprendre que certaines instructions portent une histoire. Alors, nous avons réuni les personnes qui nous avaient réellement choisis, Naomi, les parents d'Owen, ma colocataire de collège, mon équipe du musée, le voisin qui m'avait aidé à déménager d'un appartement à minuit, le mentor qui m'avait appris à négocier mon salaire. Des amis qui avaient traversé des états. Des gens qui appelaient, prenaient des nouvelles, se présentaient, restaient tard, se souvenaient des détails, faisaient de la place. Des gens qui n'avaient jamais traité l'amour comme un système de classement. Nous nous sommes tenus sous un mur de lierre et de lumière de lanterne pendant que le photographe nous arrangeait plus près, plus serré, plus chaleureux, jusqu'à ce que cela cesse de ressembler à un substitut de famille et commence à ressembler à la vraie chose. Ce fut la photo la plus honnête que j'ai jamais prise. Je l'ai regardée sur l'aperçu de l'appareil photo et j'ai ressenti une étrange poussée de paix. La voilà, pensais-je. C'est la vie à laquelle j'appartiens réellement. Et puis j'ai fait quelque chose que mon ancien moi n'aurait jamais osé. Je l'ai posté avant le dîner. Pas de surréflexion, pas de dossier de brouillon, pas de question de savoir si c'était trop. Juste la photo et une légende, merci aux personnes qui ont choisi d'être ici aujourd'hui. Vous avez rendu ce mariage inoubliable. Quelques sièges ont été laissés vides, mais l'amour a une façon de combler ce que le manque de respect abandonne. Je n'ai pas tagué mes parents. Je n'ai nommé personne. Je n'en avais pas besoin. Quiconque avait besoin de comprendre comprendrait immédiatement. Quiconque se sentait exposé par cela avait mérité ce sentiment. J'ai glissé mon téléphone dans la pochette de Naomi, accepté une coupe de champagne d'un plateau qui passait, et me suis tourné vers la réception avec Owen à mes côtés. Pour la première fois de la journée, je ne me préparais plus à la déception. J'étais prête pour que le reste de mon mariage commence. Les retombées ont commencé avant le dîner. Tessa, ma cousine du barbecue et des légendes dramatiques, a commenté la première « Attends,
tante Carole et oncle Rick n'étaient pas là. Puis Lorraine m'a envoyé un message privé, « Pourquoi postes-tu des trucs passifs-agressifs le jour de ton mariage ?» Maman est contrariée. J'ai fixé ce message pendant 3 secondes complètes avant de rire si fort qu'Owen a dû me demander si j'allais bien. Il y a quelque chose de presque artistique dans l'arrogance des gens qui vous blessent et qui prétendent immédiatement que votre réaction est l'offense. J'ai tapé en réponse, « Ils ont choisi le grill de ta cousine plutôt que ma cérémonie après être venus jusqu'au parking du lieu. Il n'y a rien de passif dans ce que je dis. » Puis je l'ai mise en sourdine et je suis allé dîner. La réception était belle, pas parfaite. Belle. La perfection est fragile. La beauté est vivante. La mère d'Owen a porté un court toast si sincère qu'il a fait pleurer la moitié de la salle. Naomi a en quelque sorte transformé ma marche seule dans l'allée en une histoire de courage au lieu d'abandon. Mes invités ont dansé. Ils ont ri. Ils ont mangé du risotto aux champignons et des travers de porc et de minuscules tartelettes au citron sous des fougères suspendues et à la lumière des bougies. À un moment donné, je suis sorti prendre l'air et j'ai vu la crête de la montagne s'estomper dans le bleu du soir. Et je me souviens avoir pensé que le chagrin est étrange parce qu'il peut côtoyer la joie sans l'annuler. J'étais blessé et heureuse en même temps. Je pense que l'âge adulte, c'est apprendre que les deux choses peuvent être vraies. Puis, juste après notre première danse, la coordinatrice s'est approchée de moi avec ce visage prudent à nouveau. Cette fois, je ne me suis pas tendu. Je savais juste. Elle a dit, « Vos parents sont là maintenant. » Si tard que c'en était presque drôle. Ils avaient apparemment décidé de passer après le barbecue, exactement comme ma mère l'avait prévu, comme si mon mariage était une obligation ponctuelle qu'ils pouvaient glisser entre les hamburgers et le dessert. La coordinatrice a ajouté qu'ils semblaient contrariés par le changement de place. Bien sûr, ils étaient contrariés. Les gens comme ça ne craignent pas de vous manquer de respect. Ils craignent quand le manque de respect a une logistique. J'ai demandé où ils étaient. Elle a dit qu'ils étaient dans l'entrée latérale près de la cuisine, exigeant de savoir pourquoi personne ne les avait conduits à la table familiale. J'ai tendu ma flûte à champagne à Owen, relevé l'ourlet de ma robe et suis retourné là-bas moi-même. Mon père était rouge de colère. Ma mère avait l'air offensée dans une robe de soie bleu marine que je n'avais jamais vue parce qu'elle n'avait pas été présente pour aucune des photos, aucun des vœux, aucune des parties où un parent pourrait compter. La première chose qu'elle a dite fut, « Claire, qu'est-ce qui se passe ? Ta tante m'a envoyé ta publication et maintenant les gens appellent. » Mon père a ajouté, « Tu nous as embarrassés le jour de mon mariage. » Imagine ça. Ils avaient presque tout manqué et avaient quand même trouvé un moyen de se centrer. Je les ai regardés tous les deux et je n'ai ressenti aucune panique, aucune supplication, aucun réflexe filial pour calmer le moment, juste le calme. J'ai dit, vous avez manqué ma cérémonie pour un barbecue. Vous êtes resté assis dans votre voiture devant mon lieu et avez décidé que le poulet grillé comptait plus que de me voir me marier. Puis vous m'avez dit de ne pas en faire toute une histoire. J'en ai fait exactement l'histoire que cela méritait. Ma mère a tenté un sourire, le genre condescendant qu'elle utilise quand elle pense pouvoir reprendre le contrôle social. Elle a dit, « Oh, ma chérie, ne sois pas dramatique. Nous allions venir après. » J'ai hoché la tête une fois et j'ai dit, « C'est exactement le problème. Vous avez pensé que après était suffisant. » Mon père a regardé vers la salle à manger et a baissé la voix. « Allez-vous vraiment nous laisser dehors pour un malentendu ? » Un malentendu. Cette phrase m'a presque impressionné. Des années de favoritisme, de négligence, de comparaison et d'humiliation publique, tout emballé comme une confusion. Je leur ai dit quelque chose que j'aurais dû leur dire 10 ans plus tôt, il ne s'agit pas de ce soir. Ce soir n'est que le dernier reçu. Les yeux de ma mère se sont finalement endurcis quand elle a réalisé que la honte n'allait pas me faire changer d'avis. Elle a dit que je les punissais devant toute la famille. J'ai dit, non, ils l'avaient fait eux-mêmes au moment où ils ont choisi où passer l'après-midi. Mon père a demandé si j'allais sérieusement les faire partir. Je lui ai dit oui, calmement, clairement, sans jamais élever la voix. Puis j'ai ajouté une chose de plus, et c'est la partie que ni l'un ni l'autre n'avait vu venir. 3 mois avant le mariage, mon père m'avait demandé si je pouvais encore examiner le budget de rénovation de la maison du lac qu'il voulait transformer en location à court terme. Je suis une conceptrice d'exposition de musée, mais j'ai passé des années à gérer des fournisseurs, des contrats, la fabrication, des équipes et des dépassements de budget. Dans ma famille, cela se traduisait par du travail gratuit chaque fois que quelqu'un voulait que quelque chose soit rendu efficace et beau.
J'avais passé des semaines à les aider à entrer en contact avec un consultant en subvention de préservation, à élaborer un plan d'étage louable et à préparer le dossier de proposition qui rendrait l'ensemble du projet financièrement viable. La candidature finale avec mes recommandations de fournisseurs, les révisions de calendrier et les notes sur les crédits d'impôt étaient dues le lundi matin. J'ai regardé mon père et j'ai dit, puisque vous pensez que mes étapes importantes sont facultatives, mon travail l'est aussi. Je me suis retiré du projet il y a 1 heure. Vérifiez votre email. Il m'a fixé. Ma mère a littéralement blanchi. Je l'avais fait en me changeant pour mes chaussures de réception. Un message concis à eux, un au consultant, un à l'entrepreneur, à compter de maintenant, je ne suis plus impliqué dans le projet de la Maison du Lac en aucune capacité de conseil ou de coordination. Veuillez retirer mon nom de tous les documents et diriger les questions futures ailleurs. Cette maison était leur grand plan de retraite, leur prochain rêve de symbole de statut, la chose dont ils avaient parlé avec fierté à chaque cousin et ami de l'église à portée de main. Ils comptaient sur moi pour maintenir les éléments en mouvement parce que Lorraine n'était pas douée pour les détails, ce qui dans le langage familial signifiait que Lorraine était trop précieuse pour être chargée et Claire trop fiable pour refuser. Jusqu'à maintenant. Mon père a demandé si j'allais vraiment saboter la famille pour un malentendu privé. J'ai presque souri à la répétition. Le même mot, voix plus faible. J'ai dit, non, je facture enfin le prix du marché pour l'accès à ma personne, et vous ne pouvez pas vous le permettre. La coordinatrice s'est rapprochée, sans me toucher, juste présente. Owen était à quelques pas derrière, silencieux et solide. Ma mère a changé de tactique comme elle le faisait toujours lorsque le contrôle échouait. Des larmes. Elle a dit, « Je n'arrive pas à croire que tu nous fasses ça le jour de ton mariage. » Cette phrase m'a tout dit. Même alors, même là, le jour leur appartenait encore dans leur esprit. Leurs blessures, leur humiliation, leur fille n'était que l'occasion. Alors je leur ai donné la vérité, dépouillé de tout adoucissant que j'avais jamais appris à utiliser. J'ai dit, vous m'avez enseigné toute ma vie que l'effort suit la valeur. Vous avez dépensé de l'argent, du temps, des discours, des week-ends et de l'énergie pour Lorraine parce que c'est là que votre valeur allait. Aujourd'hui, je vous ai enfin cru. Et maintenant, mon effort suit la valeur aussi. Il va à mon mari, à mon mariage et aux personnes qui se sont réellement présentées. Pas à vous. Plus maintenant. Mon père s'est tu le premier. Ma mère avait l'air de quelqu'un qui avait été giflé, bien que j'aie à peine élevé la voix au-dessus du niveau de la conversation. C'est incroyable à quel point une limite peut sembler brutale pour des gens qui s'attendaient à un accès permanent. J'ai demandé à la coordinatrice de faire apporter leur manteau du vestiaire. Puis je me suis retourné et suis retourné à ma réception avant que l'un ou l'autre ne puisse tenter une dernière réécriture de la réalité. Derrière moi, j'ai entendu ma mère prononcer mon nom comme elle le faisait quand j'étais petite et que je courais encore vers elle. Je ne me suis pas retourné. Avez-vous déjà atteint un point où ne pas regarder en arrière est la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même? Je pense que certaines personnes appellent cela de la froideur. J'appelle cela de l'éducation parce que c'est la leçon que mon mariage m'a enseignée plus clairement qu'aucun livre, sermon ou excuse n'aurait jamais pu le faire. L'amour sans respect n'est que de l'accès, et la famille sans responsabilité n'est qu'une habitude portant des vêtements sentimentaux. On nous enseigne qu'être la personne la plus grande et noble, qu'endurer la douleur en silence prouve le caractère, que maintenir la paix est plus important que de dire la vérité. Mais une connaissance utile, celle qui protège réellement votre vie, enseigne quelque chose de différent. Elle enseigne que le respect de soi n'est pas de la cruauté, que les limites ne sont pas une trahison, et que les personnes qui manquent vos plus grands moments vous disent exactement où vous vous situez dans leurs priorités. Croyez-les la première fois. À la fin de la nuit, mes parents étaient partis. Mes invités dansaient toujours, et le groupe de discussion familiale avait explosé dans le genre de chaos qui se produit lorsqu'une personne refuse enfin le vieux scénario. Tessa a supprimé sa publication sur le barbecue. Lorraine a appelé 2 fois. Une tante dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années a envoyé un message qui disait simplement « Je suis désolé que nous ayons tous laissé cela arriver si longtemps ». Owen m'a trouvé près de la piste de danse. A glissé sa main autour de ma taille et a demandé si j'étais prête pour le gâteau. J'ai regardé autour de la pièce Naomi rire avec le groupe, ma famille choisie se presser autour de la table des desserts, la lumière des bougies vacillait contre le verre de la serre, la vie qui m'attendait au-delà de ce jour brutal et clarifiant. Et j'ai dit oui, non pas parce que tout était guéri, non pas parce que j'avais cessé d'être blessé, mais parce que pour la première fois, l'histoire ne portait plus sur le fait de savoir si mes parents m'aimaient correctement.
Il s'agissait de ce que j'allais faire maintenant que j'avais compris qu'il ne l'avait jamais fait. Et ce que j'ai fait ensuite a tout changé. J'ai cessé de me porter volontaire pour être négligé. J'ai cessé de financer des relations qui fonctionnaient grâce à mon silence. J'ai cessé de confondre l'endurance avec l'amour. Je suis parti en lune de miel. J'ai bloqué 3 numéros de l'autre côté de l'océan. Je suis rentré plus légère. Parfois, la vengeance ne ressemble pas à des cris en public ou à la révélation de tous les secrets de famille en même temps. Parfois, elle ressemble à laisser les bonnes personnes vous voir prospérer pendant que les mauvaises personnes réalisent que la porte ne s'ouvre plus de leur côté. Le soir de mon mariage, mes parents m'ont manqué pour le barbecue de ma cousine. Le lendemain matin, ils avaient perdu leur chef de projet, leur fille de rechange, leur arrangeuse discrète et la femme qu'ils supposaient être toujours en attente. Ils n'avaient jamais vu cela.